L'épisode est présenté par nos amis de Eros et compagnie qui aujourd'hui vous présente le jouet qui s'intitule Angela. Et d'ailleurs, tous les jouets, qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas pourquoi tu as dit ça, mais j'ai la toune. Tu sais, Angela Anaconda dans la tête. Tout de suite, ça a parti. Boum. En tout cas, c'est juste parenthèse. C'est quoi la toune? Je chante là. Non! Angela Anaconda. Non? En tout cas, c'est pas grave. Parenthèse. C'est vraiment ça, l'air? YouTube. Allez checker ça. Angela Anaconda, qui est une émission qu'on regardait quand on était petit, qui n'existe plus. Merci, Simon. En tout cas, parenthèse. Ce que j'allais dire, c'est que tous les jouets qu'on vous présente ici au podcast Les Infertiles se retrouvent dans la ligne rose sur le site erosetcompagnie.com. Et Angela, là, si vous aimez ça, le rose, puis les brillants, bling bling, les girls, checkez ça comment c'est beau. Checkez ça. Alors, voici le Angela. Hey, ça brille. Shine il y a des bling-bling like ici. Il y a des bling-bling, c'est pitons. Il y a des bling-bling en bas. OK. Très beau. Donc, vraiment simple. 2 pitons. Un pour l'ouvrir. Ben, ça marchait il y a 2 secondes. OK. Faut que tu pèses plus longtemps. Puis, l'autre bouton en dessous, c'est pour changer l'intensité de la vibration. Donc, Angela, c'est un vibrateur de luxe qui est conçu pour vous offrir l'amour et le plaisir que vous méritez. Ben voyons donc. Ouais, mon chum. Oh. Semble-t-il qu'Angela est l'outil parfait pour des massages somptueux. Des massages. Que ce soit pour votre plaisir en solo ou pour ravir votre partenaire. Oh, wow. Vous le méritez. Ben oui. Donc, ça ici... En fait, on avait déjà présenté un jouet qui est similaire, mais il était beaucoup plus gros, il était noir. Ça ressemblait vraiment à un micro de karaoké, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, là, c'est comme, tu sais, ça fait du bien. Ouais. Tu sais, on voit que... Puis, fait que c'est comme la boule est assez, genre, malléable de même, là. Fait que, bon, vibrateur, est-ce qu'on peut s'insérer ça? C'est bon. Essayez-le. Essayez-le. Ouais. Fait que c'est ça, il y a comme... plusieurs intensités. J'ai envie de dire au moins 5-6 intensités différentes. Il est vraiment de toute beauté. Donc, c'est le Angela que vous allez trouver dans la ligne rose sur erosetcompagnie.com. Une fois que vous avez fini votre magasinage sur le site d'Eros, avant de payer votre commande, vous entrez le code LI15, donc LI en minuscule, 15 pour 15 % de rabais sur la totalité de votre commande, que vous ayez ajouté des produits en spécial ou pas. Et je tiens à vous préciser que votre commande reste complètement anonyme. Donc, ni moi, ni Simon, ni personne va savoir qui c'est qui a passé une commande sur le site d'Eros avec le code promotionnel du podcast. Personne ne va savoir ça. Tout ce qu'on va savoir, c'est qu'il y a des gens qui... pour encourager le podcast Les Infertiles, on passe une commande sur Eros avec notre code promo. Donc, Angela sur erosetcompagnie.com avec le code promo LI15 pour 15 % de rabais. Merci, Eros! Mouah. Merci à Littoral Marketing, qui est votre agence marketing spécialisée dans les entreprises régionales et touristiques. Chez Littoral Marketing, on vous offre des stratégies marketing à 360 degrés. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de marketing hors ligne? On va parler de médias traditionnels. Donc ça inclut la publicité imprimée dans les journaux, les magazines, les brochures, mais aussi toute la publicité extérieure, donc les panneaux d'affichage, les bannières, par exemple, pour une visibilité dans des lieux à forte fréquentation. On va aussi vous parler d'événements et d'interactions directes. Là, ça englobe les salons professionnels, les conférences, le marketing direct, surtout avec les offices de tourisme, pour des interactions personnelles et de la construction de relations. Parce que c'est ce qu'on veut, hein? En marketing, on veut des relations solides qui vont durer. On va aussi parler justement de promotion et de relations publiques, où là, on va utiliser des promotions comme des coupons, des démonstrations, mais aussi on va faire des efforts en relations publiques, ce qui comprend la collaboration avec des entreprises et des événements pour accroître la notoriété de la marque de votre entreprise et engager la communauté locale. On fait pas juste des médias sociaux, mais on vous offre aussi du marketing, comme je l'ai mentionné, hors ligne, qui comprend un volet hors
pistes, qui ça est un forfait de base pour vous remettre une stratégie marketing que votre entreprise va pouvoir mettre en place par la suite. Si vous voulez avoir de la formation, c'est disponible chez Littoral Marketing. Si vous voulez avoir un accompagnement stratégique, disponible chez Littoral Marketing. Puis si vous voulez aussi qu'on vous prenne en charge, mais au complet, là, donc qu'on prenne en charge tout le département marketing de votre business, Littoral Marketing. Donc, encore une fois, un gros merci à Gabrielle Darvaux qui est super gentille, super humaine, super ouverte, super à l'écoute aussi des besoins de ses clients. Donc, pour la suivre et pour entrer en contact avec elle, c'est super simple. Rendez-vous sur Instagram et retrouvez-la sous le pseudonyme de Littoral Marketing. Un petit message d'information simplement pour vous laisser savoir qu'il y a un bébé présent dans le prochain épisode. Donc, c'est important pour nous de vous le dire. Si jamais ça peut être un trigger, my God, je ne sais pas comment le dire en français, mais si ça peut vous inconforter, si vous ne pensez pas être à l'aise d'écouter l'épisode, sachez-le. Et par contre, c'est important de dire que c'est une très belle histoire qui se retrouve dans cet épisode-là avec l'invité qui est venu nous voir. Donc, notre invité est venu accompagné de son bébé issu d'une fécondation in vitro. Et tout au long de l'épisode, le bébé en tant que tel était assez vocal. Donc, il se pourrait que vous trouviez ça un petit peu difficile à écouter dû à tous ces petits couinements vraiment cute là, quand même. Mais bref, on tenait simplement à vous faire cette mention avant l'écoute de l'épisode. Donc, ceci dit, on pense que c'est une histoire qui peut être vraiment pleine d'espoir et qui peut porter un très beau message, très positif pour plusieurs d'entre vous. Alors, en espérant que l'épisode vous plaise, bonne écoute. Bienvenue à ce dernier épisode déjà de la 2e saison. Et notre dernière invitée pour la saison 2 du podcast Les Infertiles est journaliste et chroniqueuse. Et elle travaille aussi à l'écriture de stats aux côtés de sa conjointe, qui est l'auteure de la populaire télésérie. Notre invitée a aussi longtemps écrit une chronique pour le journal Métro avant que ce dernier ferme ses portes. Et elle a aussi écrit plusieurs livres, dont un sur l'aide à la procréation, paru en 2015. Vous pouvez aussi la voir à la télévision dans l'émission L'Enquête McSween à Télé-Québec. Et aujourd'hui, elle est en studio avec nous pour nous parler de son parcours de fertilité qui est hors du commun. 6 cycles de FIV plus tard, elle est venue accompagnée de son bébé de 3 mois. La raison pour laquelle vous entendez peut-être des petits couinements vraiment mignons. Oui, elle est dans sa phase de jasage. Puis l'autre en arrière, c'est notre chien aussi qui aimerait donc ça être avec nous autres, mais il peut pas lucher la face au petit bébé, fait qu'il est retenu là, derrière les caméras. Donc, c'est Judith Lucier qui est avec nous. Salut Judith, un gros merci d'être avec nous. Salut, ça fait vraiment plaisir d'être ici parce que j'ai tellement écouté le podcast quand j'étais en processus de fertilité. Ça m'aidait, ça m'accompagnait. J'en ai écouté d'autres en anglais aussi, mais tu sais, d'avoir un podcast québécois sur ce sujet-là, c'était vraiment cool avec des experts puis des gens qui l'ont vécu. Là, moi, ça répondait 100% à mes besoins à ce moment-là. Merci. Merci de nous dire ça. Ça me touche vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente. Puis c'est toi, d'ailleurs, là, qui était venu m'écrire pour me dire que tu écoutais le podcast. Fait que merci d'être venu vers nous. Puis tu sais, si vous êtes à l'écoute du podcast puis que vous n'êtes pas encore venu nous écrire, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes déjà vraiment nombreuses là, à le faire, à venir nous écrire. Merci d'être là ou de nous partager vos témoignages. Fait que bref, n'hésitez pas à le faire. Judith, tu as vraiment un parcours qui est hors du commun en fertilité. Une belle histoire quand même. Mais ça finit bien comme on peut l'entendre. Ben oui, exact. exactement. Ben oui. Et malgré que tu sois en couple depuis 15 ans, ton projet de devenir maman, c'est un projet solo qui a nécessité, comme je l'ai mentionné, 6 FIV, dont 2 duostymes et des dons de spermatozoïdes. J'ai juste envie de te demander, raconte-nous tout, part du début, d'où c'est parti, comment ça un projet solo, etc. Bien,
Premièrement, moi, je suis une vieille mère. J'ai 42 ans. J'ai eu mon bébé à 42 ans. Donc, ça explique bien des choses déjà en partant. Tu sais, ça a été long, moi, avant que je me branche si je voulais vraiment des enfants. Puis ma blonde, avec qui je suis depuis 15 ans, c'était encore moins clair. Puis en fait, c'était plus clair qu'elle en voulait pas. Donc, peut-être que moi, ça atténuait peut-être ma volonté. Je me disais, tu sais, s'il n'y a pas de... Tu sais, ça m'aurait pris comme une étincelle ou quelqu'un qui propulse ce projet-là. Puis à un moment donné, tu sais, l'horloge biologique s'est fait sentir. Puis je pense que c'est devenu très fort de mon côté, le désir d'avoir des enfants. J'en ai parlé avec ma blonde, puis en fait, on en parlait à chaque année, mais tu sais, c'était toujours, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je sais pas, tu sais, fait que c'était bien mou, là, comme intention. Puis là, à un moment donné, je dis, moi, ça va être incontournable, tu sais, puis là, je sais pas s'il y a des auteurs de sites à potins à l'écoute, là, mais tu sais, comme je te l'ai dit, Elodie, ça me fait vraiment plaisir d'en parler dans ton podcast. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en processus de fertilité qui sont dans des projets solo un peu comme ça, mais ils sont en couple. Puis, donc, c'est pour ça que je voulais en parler ici. Mais, tu sais, des fois, je trouve que ça sort tout croche dans les sites à potins. Puis, j'aimerais ça garder. Tu sais, s'il y a des gens qui sont à l'écoute qui voudraient mettre ça sur Monde de Star, mettons, genre, je vous demande, s'il vous plaît, pas cette fois-ci. Ah oui. Parce que je trouve que c'est vraiment intime à nous deux. Puis, ça fait comme 15 ans qu'on est ensemble. On a eu des discussions super profonde pour arriver à cette décision-là, qui est en fait que, tu sais, Marie et moi, comme on n'était pas... C'est important là, comme projet, on n'était pas sur la même longueur d'onde, puis c'était, peut-être qu'on va devoir se laisser, tu sais, si c'est trop important. Puis quand on est arrivé face à ça, on s'est demandé, on est allé en thérapie, on a eu de longues discussions, puis on s'est demandé, ça se peut-tu de continuer à être un couple et de chacune continuer nos projets, puis vivre notre vie à notre plein potentiel de ce qu'on veut faire. Oui, t'es d'accord, toi, Croquette? Puis après de longues discussions, on a conclu que oui, tu sais, puis les gens me disent toujours, ouais, mais elle va l'aimer. Quand j'étais enceinte, elle disait, mais elle va l'aimer quand même. Puis bien sûr, tu sais, Marie-André était avec moi, puis elle m'épaule dans ce projet-là. Mais c'est une différence de responsabilité. C'est mon enfant, c'est moi qui est sur le certificat de naissance, c'est ma responsabilité à moi. Puis le positif dans tout ça, c'est que, je rumine pas j'ai pas d'amertume, mettons, si elle m'aide pas. Là. Si elle change pas des couches, mais elle change vraiment beaucoup de couches. Mais si elle le fait pas, je deviens pas aigrie puis j'en fâche contre elle parce que je suis comme, non, c'est mon affaire. C'est mon bébé à moi qui est en train de forcer quelque chose. Caca. Allons voir. Avant qu'on aille un peu plus loin avec ça, tu dis que ça faisait plusieurs années que vous en parliez, tout ça. Ça a pris combien de temps exactement avant de se dire... là, peut-être qu'on pourrait en parler plus sérieusement. Puis toi, de ton côté, y a-tu eu un élément déclencheur pour dire « je veux être mère » ? Bien, je pense que, en fait, les discussions devenaient de plus en plus tendues, tu sais. Puis on a évoqué le projet de le faire à deux. Puis, tu sais, je sentais toujours que j'y tordais un bras puis que c'était inconfortable. Puis je pense que c'est ça qui m'a fait réaliser que moi, je serais pas capable de mettre ça de côté. C'est comme si c'était arrivé par la négative. T'sais, en voyant comment ma blonde, c'était difficile pour elle, j'étais comme, moi, c'est comme, ça va devenir un deal breaker à un moment donné. Mais tu sais, c'est arrivé tard parce que, mettons, comme je te dis, on en a parlé dès le début de notre relation, mais comme vers 35-36 ans, ça devenait plus urgent. Puis à 38 ans, là, j'ai commencé mes démarches... à 39 ans, j'ai commencé mes démarches de fertilité. Puis là, je pense que à travers mon processus puis mes six FIV, ma blonde, elle a vu à quel point c'était une volonté très ferme. Fait que elle a trouvé ça de plus en plus beau, en fait, puis de plus en plus... tu sais, des fois, peut-être au début, elle pensait que c'était comme parce que je voulais faire comme les autres ou, tu sais, je sais pas. Puis finalement, elle a fait « OK, non, Judith est déterminée. » Puis il y a quelque chose de... Je pense qu'elle trouve beau là-dedans. Ouais. Fait que c'est ça. Puis au départ, moi, je pensais pas que je m'embarquais dans un gros processus de fertilité parce que j'étais comme, je suis pas infertile, je suis juste lesbienne. Ouais.
En tout cas, donc je pensais pas que j'avais un problème de fertilité. Je suis allée... puis même que quand je suis allée à Fertilis au départ, moi, je suis allée dans une clinique privée parce que c'était juste après la pandémie. Les délais d'attente étaient super longs. Puis je pensais pas que ça allait me coûter si cher que ça. En fait, je pensais pas que je mettais la main dans l'engrenage. Je pensais que ça allait me coûter une insémination, puis que j'aurais mon bébé. Fait que c'était correct que j'aille au privé, puis ça irait juste plus vite. Là, j'étais rendue pressée, là. Puis j'arrive à Fertilis, même que je dis, j'aimerais ça avoir une insémination sans push hormonale, parce que moi, j'ai plein d'amies lesbiennes qui sont traitées comme des femmes infertiles. On leur donne plein d'hormones pour favoriser l'ovulation. Puis, ben, ça fait trop d'ovules lors de l'insémination, puis ils ont des jumeaux. Tu sais, on peut penser à la conjointe d'Ariane Moffat ou à Kat Levac. Tu sais, je veux dire, ça reste une réalité qui, moi, me faisait peur parce que j'étais comme solo avec 2 bébés. Une comme toi, Croquette, ça va, mais 2, ça aurait été difficile. Donc j'ai vraiment... Tu sais, puis j'ai dit au docteur Miron, moi, je veux pas ça. Puis il était comme, OK. Puis, tu sais, j'admire le fait qu'il respectait beaucoup ma décision de patiente, mais en même temps, j'aurais peut-être apprécié qu'il m'explique un peu mieux ma réalité. Ouais. Mais tu sais, c'est à la fois qu'ils respectent nos décisions comme patients, mais aussi qu'ils n'ont pas tant que ça le temps. Là. La consultation, elle se fait très rapidement. Puis il était d'accord. Puis moi, j'ai dit pas d'examen des trompes de Fallope parce que j'en ai pas besoin. Il n'y a rien qui indique là, qu'il y a un problème. On en fera si jamais c'est nécessaire. Je peux vous dire que je l'ai faite finalement, après quelques transferts qui n'ont pas été concluants. Mais donc, j'ai fait 2 inséminations comme ça. J'avais commandé 3 paillettes de sperme du même donneur, puis je m'étais dit ça devrait être amplement suffisant. Peut-être même je vais être enceinte au premier échantillon, puis ça va être bien fantastique. Puis finalement, après 2 inséminations, là, je voulais pas perdre mon dernier échantillon parce que c'est quand même cher. Puis j'aimais mon donneur. Comment ça coûte une paillette de sperme? C'est à peu près, il me semble que c'est comme 1 000 $. Fait que là, t'en as 3, c'est 3 000. Oh mon Dieu! Puis tu me disais qu'une paillette, c'est une insémination ou un cycle de fécondation in vitro. C'est ça. Fait que là, la 3e qui me reste, je me dis pas folle, la fille, je vais faire une FIV parce que avec une paillette de sperme, mais tu peux faire une FIV, donc potentiellement plusieurs embryons. Puis aussi, je me disais, je veux pas perdre ce donneur-là. Je veux avoir le plus de chances de mon côté. Puis je veux pas de... Tu sais, toujours, je voulais pas de jumeaux. Puis en FIV, tu contrôles un petit peu plus quand même. Si tu mets un embryon, c'est très rare qu'il se dédouble, ça arrive. Mais c'est quand même plus contrôlé comme situation. Fait que j'embarque là en FV, encore une fois, bien naïvement, puis ça va marcher. Hey, là, c'est direct. Puis, tu sais, je calculais toutes les statistiques, puis je me disais, OK, là, une insémination artificielle sans hormones, comme je le faisais, c'est une chance sur, genre, 25 que je tombe enceinte. C'est bien certain que je suis pas tombée enceinte. Mais une FIV, transfert d'embryon, je me souviens plus des statistiques. J'ai tout mis ça en arrière dans un tiroir fermé dans ma tête, alors que j'étais vraiment la pro des statistiques là, avant. Puis là, je connais pas ça, fait que je suis pas paniquée. Un embryon, je trouve que c'est bien correct. Okay. Aujourd'hui, je pense, puis aïe, c'est comme, c'est pas facile. Puis je suis bien relaxe par rapport à ça. J'ai un embryon, puis là, tu sais, il se passe bien des choses dans notre vie. Fait que là, je procède pas tout de suite au transfert. Tu sais, je pense que j'ai encore beaucoup de temps devant moi. Mais je dis à ma blonde, OK, je ferai pas le transfert tout de suite, mais je vais continuer à je vais faire une autre ponction ovarienne pour préserver ma fertilité. Parce que c'est ça, l'horloge biologique qui court, là, c'est ma fertilité de femme de 39 ans à l'époque. On est déjà tard, là. Puis je pense que je mesure pas à quel point, puis je pense que ça devrait être un peu mieux enseigné peut-être à l'école. Quoique, tu sais, ça met une pression sur les femmes, là, de se dire, il faut que idéalement, il faudrait que tu fasses ça avant 33 ans. Parce que... juste d'être informé, sans nécessairement dire faux, mais juste dire, regarde. C'est ça. C'est ça ton délai. Oui, c'est ça. C'est ça les informations. C'est ça la réalité. Exact. Ouais. Fait que
Mais donc, je trouve quand même que c'est un move wise de me dire, ben, je vais préserver la fertilité le plus possible. Fait que je fais une ponction ovarienne qui me donne 6 ovules. Fait que je me sens bien safe avec 6 ovules congelés, tu sais, pas féconder, rien. Puis là, quelques mois plus tard, en novembre, je procède à un premier transfert d'embryon avec cet embryon-là qui n'est pas testé. Je ne sais pas s'il est bon. Ben, en tout cas, je suis sûre que ça va marcher. Puis au pire, j'ai mes 6 ovules en backup. Donc, premier transfert, bon, ça ne marche pas. Mais c'est pas grave, j'ai mes 6 ovules en backup. Puis là, pour accélérer les choses, Dr Miron est en vacances. Je décide de changer de médecin chez Fertilis. Puis là, j'ai Dr Bachilova qui s'occupe de mon dossier dorénavant. Puis là, elle est un peu plus real talk, tu sais. Elle me dit, Madame Lucie, ce que je vous propose, c'est une duostime. Là, je suis comme, ben là, j'ai pas... Une duostime, c'est comme, ils font 2 FIV back-à-back. C'est-à-dire qu'ils font une ponction ovarienne, ils fertilisent les ovules, ils font des embryons, puis on continue le traitement hormonal, puis comme 2 semaines plus tard, tu fais une autre ponction. Fait que tu sautes un cycle. Fait que t'es pas menstruée entre tes 2 ponctions. Non. Là. Okay. Ben, tu peux peut-être l'être un petit peu, mais genre, vraiment, tu sautes un vrai cycle. C'est quoi l'avantage de faire ça versus pas sauter de cycle? Bien, c'est vraiment un avantage au niveau de la rapidité. Ils font ça beaucoup avec les gens qui ont des traitements de cancer puis qui veulent préserver leur fertilité avant de faire des traitements. Ou ils font ça dans certains cas. Et puis moi, quand elle m'a parlé de ça, j'étais comme, ben, c'est-tu vraiment nécessaire? J'ai 6 ovules congelés. Mais elle a dit 6 ovules, c'est pas beaucoup. Je trouvais qu'elle était vraiment réaliste. Puis ça m'a fait du bien, puis ça m'a comme fait un petit reality check. Puis là, elle dit, c'est pas beaucoup ces ovules. On va les utiliser on va les féconder, voir qu'est-ce que ça donne, mais je vous conseille vraiment de faire une duostime en plus de ça. Fait que je fais la duostime et on utilise mes 6 ovules et ça me donne 2 autres embryons. Là, en fait, non, c'est pas vrai. Ça m'en donne 8, sauf que quand on les fait tester, finalement, il y en a juste 2 qui sont euploïdes. Puis tu as déjà fait un épisode là-dessus. Les embryons euploïdes, c'est des embryons qui sont chromosomiquement normaux. À mon âge, c'est beaucoup ça l'enjeu. Donc, ça donne vraiment une idée. Pourquoi on n'est pas fertile avec l'âge? Bien, bon, j'étais rendue à 40 ans. Bien, sur 8 embryons, il y en a juste 2 qui ont le potentiel de fonctionner. Puis ça incluait les 2 FIV de la duostime et ma ponction ovarienne que j'avais faite. Fait que là, OK, tu sais, je commence à comprendre un peu mieux dans quelle réalité je suis. Puis là, j'essaie un transfert, ça marche pas. Là, je commence à être un peu plus paniquée. Là. Je suis peut-être rendue à fin quarantaine. Fin trentaine? Début quarantaine, t'as dit fin quarantaine. Fin de ma 40e année. Fin de ma... Ouais, non, c'est ça, pas okay. fin quarantaine, effectivement, mon Dieu. Mommy brain. Fin de mes 40 ans. Bon. Ouais. Et là, je suis comme, OK, ouais, ça n'a pas marché. J'essaie un autre transfert. Puis là... en fait, non, c'est ça. Ça n'a pas marché. Ça fait une grossesse... biochimique. Ouais. Fait que là, j'ai trouvé ça excessivement difficile parce que la grossesse biochimique, tu as ton test de BHCG qui est positif, sauf qu'il est très, très bas. Puis là, il faut que tu prennes une prise de sang aux 2 jours pour voir s'il va monter ou s'il va descendre. Puis là, moi, il montait, mais pas assez. Ouais. Fait que c'est une espèce de suspense vraiment pas le fun qui a duré un bon 10 jours. Puis, à un moment donné, l'infirmière a dit okay, « T'es pas enceinte, c'est une biochimique. » Fait que je suis comme « Parfait, on part un autre protocole. » Moi, je suis toujours proactive puis très dans la performance. Donc, c'est pour ça que la duostime, ça me plaisait parce que c'était efficace. Fait que là, je suis comme « Go, on fait un autre essai. » Elle dit
Ben non, parce qu'il faut qu'on attende que ton BHCG retombe à 0 avant de pouvoir recommencer. Fait que là, je sais que je vais encore sauter un cycle. On est dans le temps des fêtes. Je suis comme, moi, le temps des fêtes, je trouve ça vraiment difficile. J'ai trouvé ça vraiment difficile pendant tout mon parcours en fertilité. Là, j'ai eu 3 Noëls où vraiment, j'étais comme... J'étais pas enceinte, j'avais pas de bébé. Je trouvais ça vraiment tough. Donc là, je trouve ça difficile. Puis elle dit, si ça avait été une grossesse ectopique, ben ça aurait pu être 3 mois parce qu'il faut que tu fasses un traitement qui fait en sorte que tu peux pas refaire aucune démarche avant 3 mois. Fait que là, je vois l'horloge potentiellement perdre le contrôle, en fait, du timing, là, tu sais. Fait que là, je fais comme, je peux pas attendre encore 3 mois. Il faut que je préserve encore ma fertilité. Il faut encore que je fasse des ponctions ovariennes parce que s'il faut que j'attende encore 3 mois puis que je me retrouve devant rien, je vais être trop rendue vieille. Puis pour de vrai, comme quand tu vois que ça baisse de cycle en cycle, tu deviens un peu paniqué puis pas tout à fait rationnel. Fait que je fais une autre duostime. À ta demande. À ma demande. Puis à ma demande, mais Dr Bachelova a dit comme bonne idée. Okay. Tu fais bien parce qu'effectivement, le dernier embryon qui te reste, si ça marche pas, ça peut te retarder tellement. Mais aussi, on s'entend, elle était d'accord parce que c'est 20 000 pour la clinique, là, une duostime. Mon Dieu Seigneur. Je pense pas qu'il y a... Je pense pas que Dr Bachelova, ça y fait de l'argent à elle plus tant que ça, mais tu sais... Mais toi, ça t'a coûté 20 000 par duostime. Ouais. Incluant tes paillettes de sperme ou non? Non. Mais ça, c'est-tu couvert, le sperme? Non. Le sperme, bien, en fait, il n'y a rien de mon processus qui était couvert parce qu'on se rappelle que moi, je suis allée au privé pour que ça aille plus vite. Oui. Puis après, j'aurais pu, mettons, revenir dans une clinique du public qui est couverte par le public, sauf que non, parce que le délai d'attente de ces cliniques-là était de 1 an. Puis là, j'aurais eu 41 ans, qui est la limite du programme. C'est ça, OK. Fait que là, je pouvais plus. C'est ça. Je pouvais plus changer de plan, là. Fait que tout ça, les 2 duostimes, les inséminations, la préservation de la fertilité, tout ça, à un moment donné, mon comptable, il me dit, parce que j'ai quand même droit à des crédits d'impôt de base là, pour frais de santé ou je sais plus trop. Fait que là, mon comptable, il me dit, sais-tu combien ça t'a coûté à peu près en tout? Alors oui, j'ai dû faire le calcul, c'est autour de 100 000 en tout de mes démarches. Puis finalement, donc si on fait je poursuis l'explication. Je fais la 2e duostime. Là, le premier cycle me donne aucun embryon. Le 2e cycle m'en donne 1. On le fait tester, il est bon. OK. Fait que là, il me reste 2 embryons que je peux transférer. Celui qu'on avait gardé en réserve, que je voulais pas transférer puis prendre le risque de me retrouver devant rien, puis le nouveau que je viens de produire. Quand tu fais un transfert d'embryon, c'est toujours les embryologistes qui décident. Bien, tu pourrais leur dire « Ah non, j'aime mieux tel embryon parce que tel donneur, je plus un feeling. » Je sais pas trop. Mais sinon, ils disent « Ben ça, cet embryon-là, il y a plus de chance. » Fait que là, ils regardent l'embryon que je viens de faire, puis ils me disent « Ah, c'est lui qu'on va t'implanter. » Donc, on va de l'avant. Je pars en voyage en Italie. J'ai confiance. Puis finalement, tu sais, c'est comme une bonne chose puis une mauvaise chose, là, dans le sens comme ça gâche un peu ton voyage parce que tu es comme toute confiante que ça va bien se passer. Puis là, tu fais tes tests là-bas puis tu es comme déprimée, mais en même temps, tu manges des pâtes. Fait que, tu sais, je suis revenue d'Italie. J'avais un petit bedon, mais genre bedon de gluten. Tu sais, pas un bedon de bébé. Puis là, tu sais, je pense que dans mon état mental à ce moment-là, j'étais rendue presque une médecin en fertilité. Là, genre, j'avais tellement fait de recherches. Puis, on le devient tout à un moment donné à un certain point. Là. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, on est journaliste. Fait que là, on sait comment faire des recherches rigoureuses puis comment trouver la bonne information. Puis je suis devenue vraiment spécialiste. Je connaissais toutes les statistiques, toutes les données médicales les plus probantes, toutes les possibilités de démarches plus expérimentales, je dirais.
Puis là, je me disais, si ça marche pas, mettons, si mon dernier embryon fonctionne pas, mais il y a telle clinique en Espagne qui propose la ce mot-là, rejuvénisation, en tout cas, le rajeunissement des ovaires pour les femmes de mon âge. Fait que là, tu sais, j'étais rendue loin parce que les gens ils me disaient, ben, tu sais, quand est-ce que tu vas arrêter? Puis j'étais comme, j'ai encore plein de tours dans mon sac, là. Tu sais, genre, j'ai plein de possibilités. Je vais aller en Espagne, je vais... Puis, mais juste une petite parenthèse, je pense qu'on fait ça ici quand même au Québec. Je pense qu'il y a certaines cliniques qui peuvent offrir le rajeunissement des ovaires parce qu'on en a parlé avec Dr Kadosh, il me semble, dans un épisode qu'on a fait. Ça se peut. Oui, ça me dit quelque chose, là. Mais aussi, c'est qu'en Europe, ils ont plein d'affaires qui essayent et c'est comme une approche différente. Fait que je me disais, je vais essayer ça. Puis aussi, j'étais aussi dans... Si je change de clinique au Québec, ça me retarde encore d'1 an parce que les listes d'attente étaient encore assez longues, tu sais. Mais donc... mais j'appelle Dr Bachelova. Je suis en Italie, je l'appelle quand même. Puis là, j'ai dit, puis j'avais prévu mon coup. J'ai dit, Dr Bachelova, je sais que je devrais faire... Parce qu'il faut quand même que tu fasses un test BHCG à Montréal qui soit à 0 pour procéder à un prochain protocole. Là, je dis, mais là, j'en ai fait des tests de grossesse. C'est vraiment nul, là. Il n'y a rien. Je suis vraiment pas enceinte. Ouais. J'ai apporté ma médication avec moi pour partir un autre cycle au cas où. Puis là, j'attends juste votre go. Puis quand je vais revenir, vous ferez les tests que vous voulez. On part. Là, elle comprend que je suis vraiment motivée. Elle est comme, OK, je vais te l'accorder. Tu sais. Puis, tu sais, des fois, là, dans le processus de fertilité, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais tu te butes à des barrières que, genre, tu sautes un cycle parce que ton médecin avait oublié de cocher tel test, ou tu sautes un cycle parce que... Puis là, j'étais comme, moi, j'ai plus de patience pour sauter des cycles, là. Tu sais, j'ai plus le temps devant moi, là. Fait que je pense que Dr Bachelova, elle sentait ça beaucoup. Puis elle m'a comme permis de faire un autre cycle dès maintenant. Puis on a implanté le dernier embryon. Puis là, j'ai dit cette fois-ci, Dr Bachelova, j'aimerais ça qu'on essaie l'immunomodulation de l'endomètre parce que je sais que vous offrez ce service-là. C'est une façon d'un peu stimuler l'endomètre en injectant tes propres cellules. Demandez-moi pas de l'expliquer tant que ça, là, mais comme c'est une technique pour favoriser la réceptivité de l'endomètre. Je pense qu'en gros, ils t'ont fait une prise de sang. Ouais. Puis là, ils font comme maturer, vieillir le sang. Je sais pas par quel procédé. Ils cultivent des cellules, genre certaines cellules. C'est un peu comme... ils font ça avec les athlètes. Là, ils vont réinjecter leur propre sang dans leur tendinite. C'est du plasma riche en plaquettes. Exact. Mais ça, t'as vraiment fait tes recherches. Ben non, mais parce que là, rendu à 2 saisons du podcast, là, hein? Puis ça, le plasma riche en plaquettes, là, on peut... ça a toutes sortes d'utilités. À plein d'escients différents. On peut s'en servir en médico-esthétique. Là, tu me parles d'athlètes. Puis là, ben, en fertilité, on peut s'en servir justement en injectant le plasma riche en plaquettes dans l'endomètre. Exact. Puis c'est une approche que Fertilis propose, puis qui fait en sorte... Tu sais, il y a un peu... tu sais, dans le domaine de la fertilité, tu l'as reçu, là, il y a Dr Genet qui est en immunologie, qui propose plein de traitements d'immunologie pour traiter les femmes qui ont des problèmes de fertilité. Puis quand tu es chez Fertilis, c'est ça le problème. C'est une super clinique, mais il y a comme une espèce de conflit entre eux puis la Dr Genet qui fait en sorte que... moi, en tout cas, j'ai pas vu beaucoup de personnes être ce que je vois dans les groupes de fertilité, c'est qu'il faut un peu se battre avec Fertilis pour être référé à la Dr Genet. C'est comme si Fertilis a une école de pensée complètement à l'opposé de ce que Dr Genet fait. Puis j'aimerais juste ajouter que l'immunomodulation de l'endomètre, Fertilis, c'est la seule clinique au Québec à offrir ce service-là. Oui. Puis tu sais, c'est quand même pas n'importe quoi. Là. Ils ont fait des études cliniques avec ça, puis c'est quand même une efficacité démontrée. Dr Bachelova, elle ne trouvait pas que j'étais nécessairement la bonne candidate pour ça, mais je pense qu'elle a dit, bon, gars, si tu veux, gars, on va te le faire, puis ça va être bien correct. Je pense qu'elle voulait... Elle voulait comme collaborer là, pour que je sente que j'étais pas abandonnée là, dans... Mais t'es pas capable de dire pourquoi qu'elle trouvait pas que c'était nécessaire de faire ça?
à l'époque, elle me l'expliquait. Là, je peux pas dire que je me rappelle exactement, mais tu sais, c'était comme... Moi, mon problème, c'est que mes ovules, ils étaient de mauvaise qualité. C'est ça. Euh, Fait que t'avais pas de problème de réserve ovarienne, c'est juste qu'à cause du facteur âge, ta qualité ovocitaire était moins grande. Exactement. OK. Fait qu'elle disait, tu sais, c'était pas un enjeu d'endomètre tant qu'un enjeu de vieux ovules, tu sais, malheureusement. Mais elle était comme, je pense qu'elle voulait acheter la paix, puis elle a fait comme, si tu veux qu'on te le fasse, on va te le faire, là, tu sais. Acheter la paix parce que t'étais gossante, quoi. J'étais gossante, puis genre, moi, je vais te l'expliquer, c'est quoi la fertilité de Ah Dr. ouais. Bachelot. Tu sais, quasiment, non, mais je la challengeais. Puis elle était super parce qu'elle me disait toujours, très bonne question, excellente question. Ouais, Tu sais, elle voyait que j'avais comme fait mes recherches. Ouais. Puis, puis elle voyait à quel point j'étais motivée puis déterminée, là, aussi. Fait que... mais donc, on a fait l'immunomodulation de l'endomètre. Là, ça, je veux faire peur à personne parce que la plupart des gens, ils vivent ça de manière sans histoire, là, comme ça fait pas mal. C'est pas supposé faire mal. Mais moi, genre, j'ai eu des super grosses contractions dans l'auto après. Une chance, j'étais avec ma blonde, mais tu sais, comme... J'étais... mais moi, j'ai comme une sensibilité de l'utérus que ça m'a fait vraiment mal. L'examen des trompes, ça m'a fait vraiment mal. Mais par ailleurs, toutes mes ponctions ovariennes, ça m'a fait zéro mal, même que je les ai faites sans médication. Tabarouette! OK. Tu sais, puis genre, moi, j'aimais pas ça, être gelée. Fait que j'étais comme, je peux-tu le faire? La première, je l'ai faite avec la Zéro médication. rien pantoute, là. Ouais. Puis à la fin, j'avais dit aux infirmières qui me rendu, tu sais, chez Fertilis, ils me connaissaient. À la fin, bonjour Madame Lucier. Ah ouais. OK. Je disais, hey, c'est-tu correct si la prochaine fois je viens sans accompagnatrice parce que tu sais, j'ai pas trouvé quelqu'un pour me faire un livre, puis tu sais, je sais là que je serai pas sur le gros Versed là, tu sais comme sur il donne un cocktail Versed fentanyl, puis le Versed ça, tu sais, ça rend vrai. C'est ça qui fait que tu peux pas conduire après là. Puis les infirmières étaient comme, oui, c'est correct. Fait que t'allais faire ta ponction, puis tu reprenais ton char pour retourner chez vous après. Non. Oui. Non. C'est spécial. Mais c'est ça, mais comme je dis, moi, ça me faisait pas mal. Ouais. Mais d'autres choses me faisaient mal. Puis il y a des filles que l'examen des trompes sont comme, ah non, ça m'a rien fait. Fait que c'est vraiment... Ouais. Tu sais, quand je vois sur les groupes des filles demander, hey, ça fait-tu mal? Hey, ça... Je suis comme... Je suis désolée, mais c'est ta propre expérience. Ouais, parce c'est que ça. vraiment, il y a des gens... Puis c'est pareil, en fait, pour la grossesse, là, puis l'accouchement, tu sais... Chacune a tellement son corps puis sa propre expérience que tu peux pas vraiment prévoir comment ton corps va réagir à telle ou telle affaire. T'sais. Est-ce que tu as mal quand tu es menstruée? Est-ce que tu as mal au ventre quand tu Ouais. as tes règles? Ouais. Beaucoup ou genre? Ben pas mal. Puis ça m'arrive comme une fois de temps en temps quand j'ai mes règles d'être super malade, là, comme des bouffées de chaleur, puis des vomissements, puis des... Fait, Mais on t'a jamais parlé d'endométriose, mettons. Non. Puis c'est bizarre parce qu'en fertilité, tu le sais que c'est un enjeu, tu le sais. Puis, comme, ils t'en parlent pas, ils te posent pas tant que ça de questions là-dessus. Puis quand tu poses des questions, ils sont comme, non, je pense pas. Alors que, tu sais, ça me semble que, on a-tu fait des tests Non, pour c'est ça. savoir ça? Ou... Parce que l'endométriose, parce que moi, j'ai su, il y a une semaine, après avoir rencontré un gynécologue spécialisé en endométriose, que les femmes qui ont de l'endométriose, vu que de l'endométriose, c'est de l'inflammation, ça va causer de l'inflammation sur le système reproducteur et les organes entourants au complet. Ouais. Et c'est ce qui peut faire donc qu'on a, je vais dire parce que moi aussi, une sensibilité plus accrue à ce niveau-là. Ça se peut. Par contre, mettons que tu aurais de l'endométriose, je suis vraiment dans l'incompréhension totale que tes ponctions t'ont fait aucunement mal. Mais je pense pas que je fais d'endométriose. Tu as peut-être un stade 1, mettons. C'est Parce ça, qu'avoir je sais pas. mal au ventre au point que t'es pas fonctionnel, tu as des sueurs puis tu vomis, c'est pas normal. Là. Non. Non, mais tu sais, on est tellement confirme. habitués à endurer ces douleurs-là. Oui, mais ça reste sans que c'est pas rien dire. normal. Non, t'as raison. L'endométriose, c'est sous-diagnostiqué, c'est méconnu. Le gynécologue, bref, je vais pas te couper, mais le gynécologue que j'ai rencontré la semaine passée, là, c'est une nouvelle clinique qui existe depuis 1 an et demi à Sainte-Justine. Là. Ah ouais. C'est nouveau, c'est fou, là. Hein? On est loin. La santé des femmes, là. Et ça, c'est un autre sujet, là, on pourrait en parler des heures. Là. Ouais. Mais je sais pas, bref. l'endométriose, écoute, je sais pas si j'en fais.
Je me souviens quand j'écoutais ton podcast, Dr Miron est venu en parler, que c'était une des principales causes d'infertilité. Puis il disait même, tu peux avoir de l'endométriose dans le nez. Moi, je marche, je promène mon chien, j'entends ça, je travaille sur Stat avec ma blonde. Je suis comme, ça, c'est une idée pour Stat. Et on a eu un cas à un moment donné d'une fille qui avait de l'endométriose dans le nez. Puis j'étais comme, wow, c'est trop cool. Puis en plus, après ça expliquait ses problèmes d'infertilité. Fait que la gang, je veux juste dire, là, ceux qui écoutent Stat, là, l'épisode où il y a une madame là, qui saigne du nez parce qu'elle a de l'endo... C'est à cause de nous autres! C'est inspiré du podcast Les Infertiles. Ouais, c'était vraiment... Je pense que c'est là que je t'avais écrit parce que j'étais comme, hey, en passant, si ça peut te faire plaisir. Bien, certain que ça nous a fait plaisir, Seigneur. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres et je ne veux pas être indiscret, mais ça me démange. Est-ce que tu t'étais fixé une limite de dire... C'est vraiment moi, une bonne ça, question que mon comptable m'a posée. OK. Avec pas vraiment de délicatesse, mais je l'aime beaucoup, mon comptable. Ça fait longtemps qu'on travaille avec lui. Il m'a vraiment demandé, il m'a vraiment posé cette question-là parce qu'il était comme, à un moment donné, l'argent, Judith. Ouais. Mais l'argent, mais ton corps aussi. Ouais, j'étais quand même chanceuse. Je trouvais que mon corps le prenait bien. Justement, les ponctions, c'était assez facile. Les injections aussi, j'avais pas trop d'effets secondaires. Le mental, c'était plus tough. T'sais. Puis moi, j'ai un historique de dépression. Je te dirais qu'il y a des bouts où ça me replongeait dans la dépression. C'était vraiment... c'est cliché à dire que c'est des montagnes russes, mais c'est vraiment ça que ça fait. Là, parce que, tu sais, c'est littéralement une montagne russe émotionnelle parce que tu es comme... Là, tu as ta ponction. Ils te disent « Hey, bravo, on a réussi à aller en chercher 14. » Là, tu es comme... Yes, tu comprends même pas 14 quoi encore. Là. Le lendemain, ils t'appellent puis ils te disent, ben sur les 14, il y en avait juste 8 qui étaient matures puis on en a fécondé 5. Montagne russe, là, tu as été là. Puis là, OK. Là, après ça, ils disent, mais les 5 ont survécu. Fait que c'est super, on va les faire tester. Oups, finalement, il y en a juste un qui est correct. T'sais. Fait que c'est vraiment up and down. Puis, wow, tu sais. Peut-être une chance que je travaillais sur Stat puis qu'on était vraiment focusé sur le travail puis parce que, tu sais, c'est une quotidienne, bien, c'était une quotidienne Stat, fait qu'on était vraiment comme... On a travaillé vraiment beaucoup ces années-là. Fait que j'avais autre chose à quoi m'accrocher. Fait que, tu sais, puis je peux pas dire que j'avais de limites puis je peux pas dire que c'était sain non plus, tu sais, parce que j'étais comme... J'étais déterminée, mais acharnée dans le sens... Moi, j'en ai pas vécu beaucoup d'échecs dans la vie, tu sais. J'ai pas eu beaucoup de portes qui m'ont été fermées ou de... C'était la première fois vraiment que je me butais à « Ah, shit, je sais pas par quel bout de prendre ça, puis je sais pas si ça va marcher, mais il faut que ça marche parce que j'étais pas capable de me rendre à me résoudre de pas avoir d'enfant. Que ça fonctionne pas. Même qu'à un moment donné, je me disais, tu veux-tu vraiment tant que ça un enfant ou tu veux juste pas accepter un échec? Puis, tu sais, je me suis posé beaucoup la question, puis même que j'ai eu peur quand... Bien, j'ai pas eu peur quand je suis tombée enceinte, mais tu sais, quand... Vers la fin de ma grossesse, tu sais, quand tu t'apprêtes à accoucher, là, il y a plein de gens qui te disent des affaires comme « Hey, moi, quand j'ai accouché, je l'aimais pas tout de suite. » Puis genre, finalement, je trouvais ça plus dur que je pensais. Puis j'avais un peu peur parce que je me disais, tu sais, est-ce que j'ai idéalisé tout ça pendant toutes ces années-là? Puis finalement, je vais réaliser, hey, c'était vraiment pas pour moi parce que dans le fond, tout ce que je voulais, c'était pas avoir un échec. Fait que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Puis quand j'ai accouché, la première chose que j'ai dit, c'est « Je l'aime déjà! » Parce que j'ai entendu, excuse-moi, j'ai crié. Parce que ben c'est ça, j'ai entendu sa petite voix, je l'ai vu, j'ai senti son petit corps chaud sur moi, puis j'étais comme OK, c'est ça que je voulais. Ça va être super, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai tout fait ça, puis ça valait la peine, tu sais. Parce que non, je m'étais pas vraiment mis... J'étais pas capable de visualiser la fin de ça. Sans bébé. Ouais. J'étais pas capable de m'imaginer qu'il y aurait pas une récompense à tout ça à la fin. Aussi, c'est un peu comme le phénomène de la main dans l'engrenage aussi, tu sais. Tu te dis toujours, ben j'ai pas tout fait ça pour qu'il y ait rien en bout de ligne, tu sais.
Fait qu'on dirait que moi, ça me motivait à être déterminée. Faut dire aussi, Judith, que, tu sais, au-delà de la détermination, puis de la motivation, puis de vouloir réussir, je pense que tu fais partie de ceux qui sont privilégiés d'avoir les moyens financiers. Oui. Ouais, puis ça, je veux le dire vraiment, là, tu sais, Ouais. comme je sais... Ah, ben, c'est ça. Puis aussi, c'était les années stats. Fait qu'on avait les moyens financièrement de le faire. Puis je reconnais là, que, tu sais, il y a plein de gens. Puis je trouve ça tough parce que sur les groupes sur des groupes Facebook de fertilité, puis je vois des filles demander genre comment ça fonctionne, hypothéquer sa maison pour, tu sais... C'est ça. Oui, t'as pas le choix. Hypothéquer sa maison, prendre un prêt. Il y a des banques qui offrent des prêts pour fonder une famille. Il y a des filles qui vendent des bracelets. Puis là, je suis comme, faut-tu que t'en vendes beaucoup des bracelets pour pouvoir payer juste un cycle de FIV que tu sais pas si ça va donner des résultats. Ouais. Fait que ça me brise le cœur. Puis une autre affaire que je voyais aussi sur les groupes de fertilité, c'est à quel point les filles deviennent vulnérables. Je les voyais se parler entre elles de « T'as-tu essayé de prendre tel supplément ou de telle clinique, une approche expérimentale? » Puis à quel moment tu vas faire quelque chose qui n'est pas bon pour ta santé parce que c'est tellement vulnérabilisant. Puis tu as envie de tout essayer, de tout faire. Oui, moi, j'étais rendue là. Il n'était pas question que j'avais pas de bébé au bout de ça. Fait que j'aurais été prête à tout, là. Prête à tout. Puis, tu sais, financièrement, effectivement, j'avais les moyens. J'avais aussi un travail qui me le permet. Tu sais, j'avais pas à m'absenter du travail. Je travaille à la maison avec ma blonde. Puis, bien, je suis contente du résultat. C'est sûr que là, aujourd'hui, je peux en parler, puis c'était positif. Mais est-ce que je me serais enfoncée dans un gouffre, puis j'aurais pu faire une dépression? Absolument. Absolument. Et là, j'aimerais qu'on revienne à ton histoire parce que tu n'as pas fini ton processus. Non. Là, tu étais rendue à l'Italie, les tests négatifs. Je reviens d'Italie. Je reviens d'Italie. Je fais l'immunomodulation d'endomètre. On fait l'implantation, le 4e transfert d'embryon. D'ailleurs, ça va être mon embriversaire bientôt. Là, je me souviens plus c'est quoi la date exacte, là, mais ça va faire 1 an bientôt là, que j'ai eu mon transfert d'embryon qui m'a donné mon petit bébé que je tiens dans mes bras. Puis c'est ça, tu sais, là, une fois que ça marche, c'est comme... J'étais dans un groupe, parmi les groupes Facebook de FIV, à un moment donné, on se ramasse une couple de filles à avoir notre transfert au printemps. Puis on parle beaucoup, on échange beaucoup par chat. Puis à un moment donné, on décide de créer notre propre petit chat de groupe, là. Puis on est 6-7 filles à être tombées enceintes finalement en même temps. C'est sûr que, tu sais, pour les filles, il y en a une qui n'est pas tombée enceinte puis qui est restée avec nous dans le groupe puis qu'on l'encourage, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y en a qui, tu sais, moi, quand j'avais des échecs, là, les groupes, là, je voulais rien savoir pendant 1 mois, là. Mais ce groupe-là, tu sais, je peux vraiment dire c'est des amis, tu sais. On s'est jamais vus en vrai parce qu'on a essayé de s'organiser un brunch à un moment donné, mais on est genre en Estrie, à Québec. Il y en a une qui est dans le bout de Mont-Tremblant. Fait que, tu sais, c'est comme pas possible de nous réunir, là, mais comme on se parle à tous les jours pour de vrai, puis là, on a tous des bébés de 3 mois, puis on échange, puis c'est le fun, puis... Mais, tu sais, je me souviens, dans ce groupe-là, on échangeait nos tests de grossesse, puis on était un peu zinzin, là, dans le sens que tu fais des tests de grossesse aux 4 heures, là, puis ça vaut rien. Il faut vraiment que tu attendes 2 jours, mais quand t'es crinqué, t'es crinqué. Fait que, tu sais, j'ai gardé en photo là, mes nombreux tests de grossesse qui devenaient de plus en plus foncés. Puis là, on partageait ça, puis on comparait. Puis, les filles, on dirait que ça a pâli. Non, ça n'a pas pâli, c'est cool. Tu sais, fait que... C'était vraiment le fun. Ces filles-là ont su avant bien du monde que j'étais enceinte. Pas ma... J'allais dire pas ma blonde. Peut-être. C'est comme, t'as ton premier test de grossesse positif. En tout cas, tu te retournes vers ceux qui attendent le plus les résultats, là. Fait que c'est ça. Ce groupe-là, ça m'aura apporté ça vraiment, là, d'avoir
une petite communauté de nouvelles mères qui sont passées par le même processus un peu. Puis, ben c'est ça. C'était dur à croire. Tu sais, je pense que les 3 premiers mois, j'étais vraiment... Tu sais, puis c'est là que tu mesures un peu le poids de la FIV. Tu sais, c'est que tu es vraiment aux aguets, puis tu jamais vraiment... Tu sais, tu te réjouis, mais c'est toujours un peu en teinte de gris. Parce que là, t'as tellement eu mal. Moi, j'ai fait juste une fausse couche, mais... Puis c'était une grossesse biochimique. C'était pas une grosse affaire, mais ça m'a quand même un peu traumatisée. En fait, ça m'a empêché de bien vivre la joie vraiment d'être enceinte. Ben oui, c'est sûr. La première fois que je suis tombée enceinte puis que finalement c'est une biochimique, j'ai ressenti plus de joie que la vraie fois que je suis tombée enceinte. Puis tu sais, je me souviens quand j'avais mon test positif, là, ce que je ressentais, c'était un soulagement de j'aurais pas à faire d'autres démarches. Puis finalement, ben non, c'était pas le cas. Parce que c'est comme si, de fois en fois, de grossesse, on perd un peu de naïveté à chaque fois. Clair. T'sais. Quand la première fois, nous autres aussi, c'était ça. Le premier test de grossesse positif, aïe, on braille, on a réussi, ça marche, on va... La deuxième Sans fois... con. Ben, mais pas au début, je sais pas vous, là. mais moi, mon expérience, là, puis je sais pas pourquoi je pourrais analyser ça en thérapie, mais quand j'ai eu mon test de grossesse positif puis que j'ai pas été capable de m'empêcher de le dire à ma sœur, à mon agente, à qui d'autre, mais tu sais, genre 2-3 personnes, pas, je m'étais quand même gardé une gêne, mais quand même 2-3 personnes. Ouais. Puis le sentiment que j'ai eu quand finalement c'était une fausse couche, c'était « Ah, t'es donc ben niaiseuse ». Mais ça, c'est... Écoute, c'est des années de thérapie que ça va prendre pour comprendre pourquoi je me juge sévèrement comme ça. Mais tu sais, je me suis trouvée comme naïve, puis poche, puis... Ben, c'est que tu veux tellement y croire après avoir traversé tout ça. C'est ça. Ben oui, je me transporte. Moi, le premier test de grossesse qu'on a eu positif, puis c'était une grossesse naturelle, il n'y avait rien. Puis là, OK, tout est beau, on pleure, tout est tellement merveilleux. Puis je vais m'en souvenir toute ma vie, là, de se rendre à la clinique pour faire fallait faire une échographie de viabilité, je pense. Puis nous autres, on s'assoit tout innocemment dans la salle, puis on attend, puis là, je vois le médecin qui bouge sa petite caméra, puis moi, je suis assis, j'attends comme que, ben oui, Oui, on va c'est voir un mon bébé. rendez-vous, là, c'est ça. Ouais. Puis il est comme, ben, il n'y a pas de cœur. Là, ça a été le... Wow. Ouais. Non, je t'en parle, j'ai des frissons parce que c'est pas... C'est que Non, tu y crois tellement après avoir traversé tout ça. Ben fait que c'est pas être niaiseux, c'est pas être... Non. Au contraire, c'est de l'espoir de dire Mais finalement... c'est ça, mais ça me rappelle, moi, ma première échographie de viabilité. Ouais. Donc ça, c'était après que j'ai eu ma biochimique, donc c'est l'embryon qui a donné mon bébé. J'étais tellement nerveuse parce que moi, j'allais pas là avec naïveté. Là. Ouais. J'allais là avec il faut qu'il y ait un cœur parce que sinon, je m'en remettrais pas. Là. Puis plus tu avances, tu sais, ma sœur, elle me disait, hey, moi, j'ai fait une fausse couche à 20 semaines. Oh, mon Dieu! Là, moi, je me rappelais pas de ça parce qu'on a un gros écart d'âge. Puis quand elle a fait ça, je devais être ado, là, puis je m'en foutais. Mais quand elle m'a dit ça, j'ai fait « Ah, t'as vécu ça. C'est 20 semaines. T'as eu le temps de faire la chambre du bébé. » là. T'as eu le temps d'imaginer ta vie avec lui. Là. Ah oui. Fait que là, tu sais, on a beau dire qu'il n'y a pas de... Il y a pas, ça change rien le délai de la fausse couche, tu sais, comme une fausse couche. À combien de semaines? À combien de semaines? Mais quand même, 20 semaines, tu sais, ça doit être l'enfer. Fait qu'à chaque étape, je sais pas à quelle... Je pense qu'à la deuxième échographie, à l'échographie de la clarté nucale, je pense que là, je commençais à être sereine. Puis j'ai quand même attendu la troisième échographie qui est, je pense, à 20 semaines. Moi, à peu près 20 semaines pour l'annoncer. Ouais. Ben, pas à ma famille, là, mais c'est ça. OK. Pour faire mon petit post Instagram. Puis là, ce que je disais, tu sais, comme les sites à potins qui sortent ça tout croche, c'est comme moi, j'annonçais
je voulais annoncer ma grossesse, tu sais, après avoir travaillé si fort. C'est ça. Puis là, ça a sorti genre Marie-André annonce la venue de son premier enfant. Puis j'étais comme, ben non, c'est non, pas ça. c'est pas Mais ça. c'est pas grave. tu sais. Ouais. C'est... Ben, revenons à ça, justement, parce qu'on l'a mentionné au début, c'est un projet solo. Fait comme, bon, tu nous as dit que c'était beaucoup de discussions, tu sais, ça n'a pas été simple de prendre Mhm. cette décision-là, mais quand même, on est curieux de savoir comment est-ce que toi, tu as vécu, comme, je veux dire, est-ce que t'accompagnais-tu à tes rendez-vous? Comment ça fonctionnait? Ben, il faut dire que moi, dans la vie, là, je suis comme vraiment une personne difficile à aider. Là. Je suis comme, je fais les choses toute seule, Toi, je fais t'es les choses à ma autonome, Oui, indépendante. oui. Puis Marie-André elle était dans Stat. Fait que pour de vrai, elle avait pas le temps. Puis, Mhm. tu sais, elle conduisait pas dans ce temps-là. Là, elle a pris son permis, mais fait qu'elle aurait été d'aucune aide. Fait que, tu sais, des fois, j'étais allée avec ma mère, avec une amie, mais pas mal toutes les démarches, j'étais toute seule. Mais c'était Ah, pas ouais. genre, elle fait pitié, elle est toute seule. C'était plus comme, hey, moi, ça va être plus simple Moi, si j'ai je pas fais besoin ça de toute seule. J'ai pas personne. besoin de personne. Puis OK. on va faire ça simple, tu sais. Puis fait que j'étais pas dans je fais pitié puis ma blonde, elle m'abandonne. C'était vraiment pas ça. Je pensais pas non plus que ça allait être compliqué. Fait que, tu sais, j'étais comme un rendez-vous à la fois, tu t'en rends pas compte, tu sais, que tu t'avances, fais ton petit bonhomme de chemin, puis en même temps, mais ça me préparait aussi à la maternité en solo, dans le sens que, tu sais, Marie, elle m'aide vraiment beaucoup, là. Finalement, elle est vraiment... Elle est probablement là comme bien des pères, là. Ben, plus que certains pères peuvent l'être, là. OK. Ou en tout Wow. cas les pères dans notre temps, là, mais l'affaire, c'est que je me dis pas... Je prends pas pour acquis qu'elle est là. Tu sais, là, je m'en vais, après notre entrevue, je m'en vais au chalet tout seul avec le bébé. Je m'organise, là, tu sais. J'ai pas... c'est pas grave si... tu sais, c'est moi qui fais tout le bain, la routine, tout ça ce soir, toute seule. C'est pas grave, là. Si je prends pour acquis que c'est ma responsabilité, c'est mon petit paquet de troubles à moi, là. Fait que c'est vraiment ça, la distinction. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais dans un groupe de solo mom, puis j'ai été comme exclue du groupe parce que... parce que Parce que tu étais en couple? ben parce que j'étais en couple, puis parce qu'aussi, il voulait que je me présente, puis j'étais comme, ah, c'est compliqué. Tu sais, j'étais un petit peu une personnalité publique, fait que je veux pas que les gens, comme, je veux garder un peu ça pour moi pour le moment. Tu sais, quand ça sera fait, j'étais pas enceinte encore. Quand je serai enceinte, en tout cas, bref, j'ai été sortie du groupe. OK, Puis cool. j'étais comme, en même temps, j'y comprends, parce que c'est vrai que mon expérience, même si je suis parent solo, est vraiment plus soft que tu sais, je regarde les mères solo qui sont vraiment pas en couple, qui sont vraiment comme seules, ben, ils ont souvent leur mère qui les aide ou une amie. Mais quand même, ça reste que, tu sais, ça pose des questions comme qu'est-ce que je fais si je suis toute seule chez moi le soir puis que, je sais pas, moi, je fais un AVC. Tu sais, ça fait que ces filles-là, je voyais dans ces groupes-là qui se posaient ce genre de questions-là. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ces filles-là, puis je voudrais pas m'approprier un statut que j'ai pas non plus. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Puis la raison pourquoi je veux en parler dans ton podcast, c'est parce que pourquoi ça me dérange pas, mettons, d'en parler dans ton podcast, c'est que j'ai vu ça juste en FIV. Des filles qui sont en couple, mais qui considèrent que leur projet est solo. Soit que c'était des filles qui ont commencé leur FIV avec un autre partenaire, puis là, ben, vu que c'est un processus qui est tough, là, ça fait beaucoup de... Il y a des couples qui se séparent, là, des fois, dans ce temps-là. Puis que la fille, elle a décidé de continuer son processus seule. Puis qu'elle s'est fait un autre chum, puis lui, il veut pas nécessairement d'enfant. Puis elle a continué son projet tout en étant en couple. Donc ça, j'ai vu ça en FIV beaucoup. Ou des filles qui étaient seules, qui étaient dans un projet de fertilité solo, puis finalement, il y a quelqu'un qui est arrivé dans leur vie, puis qui a accepté leur projet, mais qui n'est pas nécessairement dans le projet parental. Fait que il y a une partie de moi qui voulait dire, ça se peut, tu sais. Il y a différents arrangements qui sont possibles, puis je pense que la clé, c'est la communication, puis d'en parler, puis de voir comment chacun peut être à l'aise là-dedans. Puis, tu sais, nous, on est tellement ravis de comment la situation tourne parce que, ben, tout le monde, on est bien dans notre situation. Ma blonde et moi, je parle, tout le monde. Puis,
on trouve qu'on a le meilleur des deux mondes. Moi, je te disais, je suis bonne à faire des choses toute seule, puis je suis autonome, puis nanana. Moi, il y a une partie de moi qui est comme contente que toutes les décisions que je prends, j'ai pas à les valider, j'ai pas à, c'est moi qui ai choisi le nom de mon bébé, c'est pas le fruit d'un compromis comme plusieurs noms, je vous le dirai. Puis c'est moi qui va décider à quelle école elle va. Cela dit, quand j'en parle avec Marie, toutes ses opinions sont importantes pour moi, mais il y a quelque chose de le fun que ce soit, je sais pas, que ce soit je sais pas, mes décisions à moi, puis mon petit paquet d'amour, là, c'est... En tout cas, je trouve que ça valait la peine d'avoir des discussions difficiles pour arriver à ça, dans une situation dans laquelle tout le monde est confortable. C'est pas nécessairement... on n'est pas obligé de se séparer s'il y en a un des deux qui veut un enfant, tellement que dommage. Tout est possible, ouais. On s'aime, tu sais. Mais Marie a dit souvent... Dans la vie, on peut tout avoir. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on est privilégié, là, puis ça sonne drôle quand on est aussi privilégié que ça, mais comme je pense que ce que ça veut dire, c'est que si on met tout en place pour être heureux, on peut y arriver, tu sais. Puis, un des compromis que vous avez fait, bon, ça rentre peut-être aussi dans l'aspect de vous êtes privilégié, mais vous avez pris chacun votre appartement que tu m'expliquais, et que vous habitez plus, genre... à temps plein ensemble. Non. Puis ça, c'était... Dès qu'on a pris cette décision-là, tu sais, quand on habitait dans un grand loft, tout à air ouverte, puis j'étais comme... Puis on avait commencé Stat, puis tu sais, déjà, quand Marie, elle travaillait sur Stat, puis moi, mettons, je vidais la vaisselle, je la dérangeais, là, parce que ça faisait du bruit. J'étais comme, moi, il n'est pas question que je vive à moitié pour pas te déranger dans ton travail, là. C'est bien beau que tu veux faire... comme c'est important pour toi, ta carrière, puis tout, puis je suis carriériste aussi, puis je comprends ça, mais je veux pas vivre à moitié, je veux pas que mon enfant s'empêche d'avoir un éclat de rire pour pas déranger l'autre personne dans la maison. Fait que c'est comme important pour moi qu'on soit dans des lieux séparés. Puis aussi, écoute, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Je pense qu'on avait besoin de réévaluer qui on est chacune de notre bord. Puis c'est le fun parce que ça nous a apporté, mais effectivement, grâce à nos très grands privilèges, là, ça nous a appris à, tu sais, voir, où est-ce que j'en suis, moi, dans... Je sais pas, moi, j'avais besoin d'un peu plus d'ordre dans ma vie parce que, justement, j'ai un bébé, fait que j'ai besoin de pas m'enfarger dans des affaires, là, tu sais. Fait que des détails comme ça nous a permis de voir où est-ce qu'on en est, tu sais, comme... Puis ça vient avec des défis aussi, tu sais, des fois on s'ennuie ou des fois, tu sais, depuis qu'elle est arrivée dans nos vies, tu sais, des fois Marie est en haut toute seule chez elle, puis elle se demande si elle vient nous voir ou, tu sais, si elle... Mais tu sais, là, on apprend à communiquer à travers ça. Puis c'est le fun, ça nous a... Mais tu sais, ça vient avec des défis puis avec des réflexions qui sont intéressantes. Beaucoup de points positifs au final. Oui, vraiment. Même si on passe à travers des défis, comme tu dis, exact. Un peu plus complexes. Exact. Ouais. Pour revenir à ton processus, donc, on en a parlé, tu as dû passer par des gamètes de spermatozoïdes que tu as dû... Tu sais, moi, je trouve ça un petit peu tout le temps drôle là, quand on dit don de sperme. C'est pas un don, là. Je veux dire, non, tu l'as le gars, il a été payé. Puis le gars, il a été payé. Là, sinon, il ferait pas ça. Je sais pas pourquoi on appelle ça don d'ovule, don de sperme. Non, il y a personne qui a rien donné. Ils ont vendu. Mais c'est parce qu'au Canada, techniquement, t'as pas le droit de vendre des gamètes. Donc, c'est l'autre affaire. C'est qu'on achète ça des États-Unis, là. Tu sais, les banques de sperme, essentiellement, sont aux États-Unis. Fait que toi, ton donneur est aux États-Unis? Oui. OK. Oui. Puis moi, c'est spécial parce que, bon, en tout, j'ai eu 4 donneurs auxquels j'ai fait appel. Là, Pourquoi changer à chaque fois? Bien, c'est parce qu'il n'est plus disponible. Okay. Il n'y en a plus. Lui, il a fait ses dons. Il a donné une quantité de sperme, puis après ça, c'était fini. C'est ça. Okay. Il a fait ça peut-être pendant 2 ans. Il venait à chaque semaine, ou je ne sais pas trop à quelle fréquence, là, puis il allait à la banque de sperme, il faisait ça, il ramassait de l'argent peut-être pendant ses études. Puis à un moment donné, il fait comme, tu sais quoi, je vais passer à autre chose. Okay. Là, on dit dans ce temps-là. Ou des fois, c'est parce qu'il a tellement donné qu'à un moment donné, la banque de sperme a des limites, parce que tu peux pas... Il essaie de contrôler un peu la quantité
Ça passe un Starbucks, là, tu sais. Ben oui. Puis cela dit, il essaie de contrôler avec certaines règles, mais ça reste que le donneur aux États-Unis, il est limité par territoire. Fait que, tu sais, puis ça, ce que je t'expliquais, c'est spécial parce que sur les 4 donneurs, ben, j'avais pas beaucoup d'informations. Tu sais, quand tu es sur la banque de sperme, tu as quand même des photos de lui. Ça, c'est quoi? C'est en ligne? Ouais. OK. C'est vraiment comme c'est comme si tu magasines une maison sur Centris, OK. mais c'est des donneurs. C'est OK. C'est ça. OK. Fait que comment là, ça marche? Tu crées un compte? Tu crées un compte, tu vas voir. Puis là, en fait, c'est la banque, c'est la clinique de fertilité qui te dit va à telle banque va sur tel site. OK. Puis là, tu te crées un compte, puis là, tu magasines les donneurs. Puis là, Fait que tu tu mets tes critères, mais là, tu réalises bien vite que si tu as trop de critères, Peu moi, de je pensais, résultats. je pensais qu'il y aurait genre 4000 profils. Mais il y en a plus comme 150, genre. OK. Puis sur les 150, ben, tu sais, pour toutes sortes de raisons bien mûries, je voulais un enfant caucasien pour toutes sortes de raisons bien mûries que j'élaborais pas ici, mais c'était vraiment parce que moi, je vis pas l'expérience du racisme, fait que je saurais pas comment, tu sais, comment épauler mon enfant là-dedans, puis pourquoi faire ça. Fait que, tu sais, mettons, enfant caucasien qui a pas de maladie, qui a pas de... Puis, à un moment donné, ben, si tu coches tous tes critères, les yeux bleus, les cheveux... Bon, finalement, on dirait que je veux un enfant à rien, là. Mais là, finalement, il n'y a aucun résultat. Fait que là, t'es comme, OK, je vais limiter mes critères. Fait que là, mettons, pas de maladie. Bon. Puis, finalement, ben, là, t'as peut-être 10 donneurs qui correspondent à tes critères. Tu analyses un peu leur profil, tu regardes leurs photos... puis tu y vas vraiment avec ton feeling. Puis la première fois que tu fais cette sélection-là, c'est quelque chose de bien précieux. Là. Puis là, tu te dis, ça va être le père de mes enfants. Puis vraiment pas, là, finalement. Non. Fait que la première fois, tu prends ça vraiment au sérieux. Puis après ça, tu es un peu plus, je te dirais, ben moi, mon expérience, c'est ça. Là, c'est qu'après ça, je suis devenue plus détachée. J'ai vraiment vécu ça comme un processus de... Tu sais, ça prend quelqu'un, ça prend des gamètes, puis, tu sais, genre, j'ai certaines préférences, mais au-delà de ça, c'est vraiment ton enfant, ça va être ton enfant, puis il va être influencé par ses gènes, mais il va être aussi beaucoup influencé par les miens, par mon environnement, par ma façon de l'éduquer, Fait que j'ai un peu enlevé une bûche là, sur l'importance que j'accordais à ça. OK. Puis, le hasard a fait que le donneur de mon bébé, il y a d'autres parents qui ont fait un groupe Facebook, qui l'ont trouvé. D'autres parents du Québec? D'autres parents, non. C'est un couple de l'Australie qui a réussi à retrouver le donneur. Je sais pas comment ils s'y sont pris. Là. Physiquement, à savoir Mais c'est je pense qu'ils ont créé un groupe avec le numéro de donneur. OK. Puis peut-être que lui, il s'est présenté à elle ou je sais pas trop. OK. Mais bref, il y a un groupe Facebook avec d'autres parents qui ont eu le même donneur et le donneur est dans le groupe. Fait que, tu sais, si on pose des questions, si on a des questions, si on a... des fois, il y a d'autres familles qui posent des photos de leur enfant. Tu sais, c'est un groupe privé, là. Puis là, tu vois des ressemblances. Puis, tu sais, c'est un peu une arme à deux tranchants parce que t'es comme, ah, wow, c'est cool, je peux voir ça. Mais en même temps, c'est un peu rochant parce que c'est comme, on dirait que ça enlève un peu d'unicité à ton bébé, là, qui a comme, tu sais, une trentaine de... Allô, Croquette? Une trentaine? Ah, même plus que ça. Oh, parce que ça, c'est ceux qui ont trouvé le groupe, mais tu sais, une trentaine de parents, de demi-frères, demi-sœurs, là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, t'as acheté des gamètes, des paillettes de sperme de 4 donneurs différents. Ouais. Puis c'est celui, je pense, c'est le deuxième donneur qui m'a donné mon bébé. Tu disais tantôt, Judith, que tu t'es posé plusieurs fois la question je vais-tu aimer ça finalement? Tu sais, est-ce que je fais tout ça parce que je veux vraiment un enfant ou juste pour pas. Par obstination. Ouais, tu sais. Puis, bon, t'as dit que aussitôt que tu l'as eu dans les bras, t'as crié « Je l'aime déjà! » Mais avant ça,
pendant la grossesse? Comment tu te sentais? Ben moi, j'ai adoré ma grossesse, là. J'ai vraiment tout aimé. J'aimais ça. Parce que, tu sais, je pense que le fait que ce soit vraiment maman Lascar, là, tu sais, comme là, j'ai accouché à 42 ans, fait que j'étais enceinte la majorité à 41 ans. Puis j'avais vraiment, tu sais, chaque affaire qui arrivait, j'étais comme, elle a bougé, je l'ai senti, tu sais, j'avais vraiment du plaisir à toutes les étapes, tu sais, je me sens lourde, mais jamais je me plaignais parce que j'étais dans la reconnaissance absolue, là, tu sais, j'étais tellement reconnaissante de pouvoir vivre cette expérience-là. Souvent, je l'ai dit à ma blonde, mais à mes amis, à mes sœurs, j'étais comme, je me trouve tellement chanceuse. Je m'excuse, là, je ne veux pas vous écœurer. Oh, mais non. Mais, tu sais, j'avais vraiment beaucoup de reconnaissance de le vivre. Fait que on dirait que je m'interdisais de me plaindre. Tu sais, mettons, quand je me sentais plus lourde ou c'était plus difficile de dormir, j'étais comme, hey, c'est un privilège, là. Je suis tellement contente de vivre ça puis de pouvoir expérimenter ça. Puis l'accouchement, tu sais, j'avais peur parce que ça a l'air que ça fait mal. Mais il y a une fille qui m'avait dit, juste avant que j'accouche, elle m'a dit, j'espère que tu vas avoir un bel accouchement. Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu du plaisir, j'ai eu du fun. Puis je suis comme, c'est la première qui me dit ça. Tu sais, d'habitude, tout le monde me dit, c'est un cauchemar, c'est tough, c'est lourd, non. Fait que j'étais partie avec ça en me disant, mais peut-être que ça sera pas si pire que ça. J'ai écouté beaucoup le podcast de Gab Caron, ça s'appelle « J'ai fait un humain ». Oui. Ça, là, je vous le recommande, là. J'ai commencé à écouter ce podcast-là, puis ça te prépare à tous les scénarios, parce que dans ces récits d'accouchement, t'as une fille qui a eu une césarienne d'urgence, t'as une fille qui a accouché, elle était crampée, t'as une fille qui a accouché, qui a fait... Moi, j'écoutais pas trop les fausses couches puis les décès... Mornés, là. Ouais, je pouvais pas. Ça se pouvait pas pour moi. Mais, tu sais, j'allais quand même dans les scénarios plus difficiles pour me préparer. Tu sais, l'accouchement, c'était drôle parce que j'ai été provoquée à cause de mon âge, puis ça tombait bien quand même parce qu'on avait une semaine de vacances. Ben, on a fait fuiter une semaine de vacances de stats avec ça. Mais... je me fais provoquer, puis on n'a pas tout à fait fini. T'sais, il nous reste un épisode à écrire, puis ma remplaçante, elle embarque après. T'sais. La remplaçante que j'ai formée pour me remplacer pendant mon congé de maternité. Oh, ouais. Puis là, mais Marie, elle n'a pas fini tout à fait d'écrire son épisode quand il me provoque, tu sais, puis ça a pris du temps. Ils ont essayé, il y a comme plusieurs méthodes là, pour provoquer un accouchement, puis la première technique, elle n'a pas fonctionné. Fait que là, ça a pris vraiment du temps. Fait que je disais à Marie-André, hey, tu sais quoi, va à la maison, va finir l'épisode. Parce qu'on dirait que psychologiquement, je décollerai jamais tant que ce sera pas comme... Mon cerveau sera pas libre tant que ce sera pas envoyé. Tu sais, il faut-tu être workaholic un peu? Seigneur. Jusque dans la salle d'accouchement. Puis pour de vrai, elle a fait, OK, ben tu sais, on le savait que que si on embarquait dans la prochaine technique, on avait, tu sais, un délai quand même devant nous. Fait qu'elle fait, OK, ben je vais retourner à la maison, je vais aller finir, je vais closer cet épisode-là, je l'envoie, puis on verra. Elle fait ça, elle revient, puis comme de fait, dès qu'elle revient, l'épisode est envoyé. Je fais comme, OK, le gynécologue, il dit, ben là, le sac, il est prêt, je pourrais le crever. Je suis comme, OK, allez-y. Oh, mon Dieu. Puis là, il a crevé les os, puis à partir de là, ben ça a décollé, puis j'ai eu du plaisir, j'ai vraiment eu du fun à mon accouchement parce que j'ai demandé l'épidurale, bien sûr, là, parce qu'une fois que ça a commencé les contractions, c'est sûr que c'est hyper douloureux. Marie-André a dit c'est le plus beau jour de ma vie, pour montrer comment ça peut être à la fois, elle n'est pas désinvestie émotionnellement de cette affaire-là, là, de ce petit être-là. Fait que vraiment, c'était super. Puis on a eu notre semaine de congé. Puis après ça, Marie-André a recommencé elle finissait la saison. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, encore une fois, tu sais, je pense que tout le monde aime son enfant. Puis je sais pas, tu sais, est-ce que je peux dire que je l'apprécie plus parce que ça a été tellement difficile de l'avoir? Je peux pas dire par rapport à quelqu'un qui a eu un enfant qui est tombé enceinte par accident, mais tu sais, moi, c'est toujours inscrit dans mon cœur, là, tous les efforts que j'ai faits. Fait que, tu sais, à chaque fois que c'est difficile, parce que c'est difficile, là, un nouveau-né,
tu comprends rien de ce qui se passe. Il y a plein d'affaires que tu maîtrises pas. C'est une courbe d'apprentissage. C'est une nouvelle personne que tu connais pas, qui parle pas, qui est pas capable non, de c'est s'exprimer, mais que t'essaies de plein de comprendre. compétences que t'as pas, que t'as Ouais. jamais faites. là, tu sais, Ouais. c'est plein de choses que t'as jamais faites. Mais à chaque fois que c'est difficile, je me rappelle le privilège que c'est, tu sais, puis à quel point j'ai travaillé fort, puis c'est ça que je voulais, puis qu'elle, elle existe devant moi, puis qu'elle, tu sais, elle est extraordinaire, là. Je pouvais pas demander mieux, puis c'est vraiment... tu sais, je le souhaite tellement à toutes les personnes qui nous écoutent, là. Tu sais, j'espère que ça fait pas juste chier à écouter. J'espère que les gens se disent « Ah, ben tu sais, ça se peut que mon 4e embryon, ça soit le bon. » tu sais. Parce que moi, je m'accrochais beaucoup à ça quand j'étais dans le processus. Tu sais, je me disais « Ah, telle fille, elle a eu à son 4e, ça pourrait être moi, ça aussi. » tu sais. Oui, puis ça pourrait être la petite qui jase là, comme ça devant moi, là. Je sais pas si, tu sais, les gens qui ont eu des enfants facilement apprécient moins leur enfant. Je pense pas. Mais je pense, par contre, que les gens qui sont passés par un processus de fertilité ont peut-être plus de reconnaissance, de la chance qu'ils ont. Exact. Puis moi, là, en toute confidence, entre nous autres ici, c'est ce que je trouve le plus difficile avec mes amis qui ont eu des enfants. Ouais. Comment est-ce qu'ils chialent beaucoup. Ah ouais. Ah oui, mais tu sais, ils sont à bout, sont fatigués. C'est les enfants, ça traîne. Ah ouais, ça t'écoeure à entendre, je comprends. Puis tu sais, je remets... Ils ont le droit. Je légitimise tout, là. Ouais. C'est tout valide, c'est tout. Mais comme... Merde, tu reconnais-tu la chance que t'as que ta maison soit en bordel? Mais ça, c'est une arme à deux tranchants parce que quand... on s'en est parlé dans mon petit groupe d'amis FUV, là. Quand on trouvait ça difficile, on était comme « Hey, on a le droit de trouver ça difficile aussi, puis de chialer, même si ça a été tough, parce que, tu sais, des fois, justement, parce que t'es passé par la FUV, tu te dis « Hey, j'ai pas le droit, je devrais pas. » Ouais, Puis, mais non. C'est ça. Fait que, il y a quelque part entre les deux. Je dis pas qu'il faut pas chialer, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que il y en a qui sont peut-être plus dans le chiolage, C'est puis ça. pas dans la reconnaissance, Non, ou moins c'est dans la ça, reconnaissance. exact. Tu sais, toi, mettons que tu chiales, mais tu vas quand même te rappeler la c'est chance ça. que Je l'oublie t'as, tu sais. jamais. Je l'oublie jamais. Exact. Ben non. Ben, Judith, Lucie, un énorme merci d'être m'a passée fait plaisir. avec ton petit bébé ici de tous ces traitements de fertilité. Ça me fait C'est le vraiment premier bébé plaisir. sur le C'est plateau vrai. du podcast Les Infertiles. J'espère Oui. que ça n'a pas trop dérangé les petites oreilles des gens, mais oui. On a compris ton message. Fait qu'on te souhaite à toi, petite croquette, de bien grandir en santé, puis d'être gentille avec ta maman. Bonne continuité, Judith. Merci beaucoup d'être passée. Merci beaucoup à vous deux.